Le Théétète de Platon, notice introductrice par Émile Chambry le traducteur, suite. Sujet et composition du Théétète. Le Théétète a pour objet la nature de la science. Platon avait déjà traité la question dans le Ménon, où il enseigne qu'apprendre, c'est se souvenir, que l'âme a tout vu dans ses existences antérieures et qu'elle peut retrouver ses connaissances oubliées à condition qu'elle ne se lasse pas de les chercher. Malgré le doute qu'il avoue dans le Ménon sur la vérité d'une telle théorie, il la réaffirme hardiment dans le Phédon et fonde sur elle une de ses preuves de l'immortalité de l'âme. Mais il était difficile de la faire accepter au public, même philosophique, chez lequel d'autres doctrines avaient cours, notamment celle de Protagoras et d'Héraclite et celle des Éléates. On peut croire qu'il crut nécessaire de les combattre et de déblayer le terrain pour y faire place à sa propre théorie. Il laisse, il est vrai, de côté les Éléates, dont la doctrine abstruse exigerait, dit-il, des développements qui étoufferaient la question essentielle, mais en réalité, parce qu'il se réserve de la discuter dans un ouvrage à part, le Sophiste. Dans le Théétète, il se borne aux sensualistes dont les idées plus accessibles étaient aussi sans doute les plus répandues. Il avait déjà, dans la première partie du Cratyle, exposé leur système du mouvement universel en le faisant remonter, pour expliquer la doctrine du langage, aux cosmogonies primitives et aux poètes Homère et Hésiode. Il fait de même ici, où il attribue à Homère la doctrine du flux universel. Il expose ensuite en un triptyque magistral la doctrine de l'homme-mesure de Protagoras, puis celle d'Héraclite, dont elle procède, et enfin celle des sectateurs forcenés d'Héraclite, qui réduisent tout au mouvement perpétuel et aboutissent à la négation même de la science. À ces universels destructeurs, il oppose le vrai philosophe, qui, s'élevant au-dessus du monde des vaines apparences, s'attache à découvrir l'essence des véritables réalités. Après avoir réfuté ceux qui réduisent la science à la sensation, il attaque ceux qui voient dans la science une opinion vraie, et comme l'opinion vraie suppose qu'il y a une opinion fausse, c'est sur la possibilité de l'opinion fausse qu'il porte son enquête. Il avait déjà touché à ce sujet dans l'Eutydème, où Dionysodore prétend démontrer qu'il est impossible de mentir et de contredire, à quoi Socrate répond « Cette thèse-là, je l'ai entendue souvent dans la bouche de bien des gens, et j'en suis toujours surpris. » Elle était fort en vogue à l'époque de Protagoras, et chez de plus anciens encore. Pour moi, je la trouve toujours surprenante. Il me paraît qu'elle ruine les autres et se ruine elle-même. Dans le Théétète, Socrate essaie de montrer la possibilité de l'erreur par deux images, celle du bloc de cire où nos sensations s'impriment, et en ce cas, l'erreur naît du mauvais ajustement de la sensation à la pensée, et celle du colombier où voltigent des oiseaux divers que nous pouvons prendre les uns pour les autres quand nous voulons les saisir. Quelle est ici la part originale de Platon ? Il est difficile de le déterminer exactement. On sait seulement que l'image du bloc de cire se trouve aussi chez Démocrite et que l'explication des qualités diverses de la mémoire sur la nature de la cire, où se gravent nos sensations, se retrouve dans le traité d'Hippocrate sur le régime dans les maladies aiguës. L'exposé d'Éric Simac dans Le Banquet nous a déjà montré avec quelle attention Platon suivait les recherches et découvertes de la médecine, et l'on sait qu'il s'était initié en Italie aux doctrines médicales des pythagoriciens. On trouve également dans la troisième définition que la science est l'opinion vraie accompagnée de raison, un écho des discussions contemporaines. Socrate dit qu'il a entendu dire que les éléments ou syllabes sont inconnaissables, tandis que les composés qui en sont formés sont connaissables. La plupart des critiques, se fondant sur le témoignage d'Aristote, pensent que cette thèse dont Socrate a entendu parler est d'Antisthène,
Campbell qu'elle est due au mégarique. Les trois explications du mot raison, logos en grec, sont probablement empruntées aussi à différents auteurs. Toutes ces allusions obscures prouvent combien la question de la connaissance était agitée dans les cercles philosophiques d'Athènes et d'ailleurs. Les nombreux titres d'ouvrages qu'on cite de cette époque en portent témoignage. Ce sont le Péri tou gnonai, attribué à Criton, le Péri Epistèmes, au sujet de la science, de Simon, le Péri Alétheias, au sujet de la vérité, et le Péri tou eidenai, au sujet de la connaissance, de Simnias de Thèbes et d'autres. Il serait intéressant de savoir à quelle source Platon a pris les thèses qu'il examine. Mais, plus soucieux des choses que des noms, Platon a négligé de citer ses auteurs. Le Théétète ressemble fort au premier dialogue, comme le Typhon, le Lachès, le Charmide, le Lysis, où Platon se donne pour tâche de définir quelques vertus sans y parvenir. Mais s'il n'atteint pas son but, il a du moins réfuté toutes les fausses conceptions qu'on se fait couramment de la piété, du courage, de la sagesse, de l'amitié, de la science. Il a préparé l'esprit de ses lecteurs en le débarrassant des idées fausses à recevoir la solution que doit apporter le système des idées. Le Théétète rappelle aussi ses premiers dialogues par la composition. L'introduction, par exemple, est tout à fait analogue à celle du Charmide. Dans le Charmide, Socrate s'informe des beaux jeunes gens doués pour la philosophie, et Critias lui présente le beau Charmide aussi sage que beau. Dans le Théétète, Socrate s'informe des jeunes Athéniens que Théodore a distingués pour leur intelligence, et Théodore lui présente le jeune Théétète qui n'est beau que de la beauté de l'âme, mais que ses qualités morales et intellectuelles destinent à un glorieux avenir. Pour engager Charmide à se confier à lui, Socrate se donne pour un médecin qui soigne l'âme en même temps que le corps. Pour décider Théétète à lui ouvrir son âme, il se donne pour un habile accoucheur des esprits. Les deux jeunes gens essaient alors plusieurs définitions que Socrate repousse, jusqu'à ce qu'enfin Charmide propose malicieusement une définition due à Critias et que Théodore en propose une, la définition de l'opinion vraie accompagnée de raison qu'il pourrait dire empruntée à Platon lui-même dans d'autres ouvrages. Cependant, le Théétète semble n'avoir pas les justes proportions du Charmide et des autres dialogues. On a déjà remarqué que la première définition occupait plus de place que les deux autres réunies. On a voulu expliquer cette inégalité en disant que Platon n'avait pas mis la dernière main à la deuxième partie de son ouvrage, d'autant qu'elle n'a point les brillantes qualités dramatiques et les détails captivants dont la première est ornée. Ne soyons pas si difficiles. Si la discussion sur la possibilité de l'erreur nous paraît longue et fastidieuse, c'est que le sujet pour être traité complètement le demandait ainsi, et l'on trouve dans le Charmide et le Lysis des passages qui ne sont pas moins arides et difficiles à suivre. La subtilité des raisonnements métaphysiques n'est pas toujours conciliable avec les agréments de l'esprit et de l'imagination.